L'aménagement maintenant. On passe à Julie. Là, on va vous sortir peut-être plusieurs éléments. Mais France, Oui. on n'est pas des vendeuses. Non. Mais on a quand même pu compter sur l'appui d'un joueur on majeur au Québec. On a un bon service. Et là, c'est ce matériel-là qu'on va vous donc, Beau Écoutier vous a vraiment tout prêté. Puis ça, on tient quand même à leur dire merci. On sait qu'ils vous écoutaient ce matin. Donc, c'est important pour nous que vous sachiez que oui, il y en a plein de fabricants au Québec. Nous, c'est avec eux qu'on a travaillé. On tient à souligner aussi les valeurs pédagogiques qui les animent. Et si jamais vous avez des questions par rapport au mobilier tant que tel, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais n'hésitez pas également à les contacter. Ils ont un excellent service conseil et pourront vous parler, pardonnez-moi l'expression, encore plus en profondeur, là, des specs, là, exactement des meubles, les dimensions et tout. Alors, quand on parle d'aménagement flexible, on a parlé d'aménagement agile. C'est du mobilier qui doit être, là, regarde pas devant vous, qui doit être facilement déplaçable. Alors, quelque chose qu'on peut déplacer facilement. C'est toujours ça qu'on doit avoir en tête. Peu importe ce que vous choisissez de mettre en place, ça doit être possible d'être modifiable à tout moment. Autre élément important, vos élèves doivent avoir accès à des ressources qui sont variées. On aurait bien aimé vous donner la recette absolue, donc de vous donner un plan d'aménagement que vous allez copier-coller dans votre classe. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on parle d'aménagement différencié en fonction des besoins des élèves. Oui, et en fonction des besoins de votre milieu. Et en fonction de vos besoins pédagogiques. Alors, ce n'est pas possible de faire un plan d'aménagement unique. Vous allez devoir prendre les trucs, astuces qui sont documentés que l'on va vous donner et les approprier à votre sauce. Dans le fond, copier. Ne pas plagier. Et là, je vous pose une première question. Quelles sont les règles propres à votre milieu? Qu'est-ce qui se passe dans la culture de votre école? On change d'aménagement, on change de pédagogie, mais on ne peut pas changer le milieu dans lequel on évolue. Pensez aux règles. Ça vaut peut-être la peine, si vous êtes un enseignant, d'aller vous asseoir avec votre direction pour vraiment vérifier. Autre élément dont on ne vous parle pas, valider avec ceux qui sont responsables du bâtiment les règles de feu, les règles de sécurité, s'assurer que vos aménagements respectent leurs normes. Je sais qu'au Québec, il y a certaines normes. Vous comprendrez que nous avons choisi de ne pas embarquer dans ce domaine-là. Parce que nous ne sommes pas des experts en construction. Pas du tout. Et que parfois, l'école a choisi de mettre des normes supplémentaires. Donc, on vous invite vraiment à valider ces normes-là, notamment juste pour les sorties de secours et autres. Ce sont des éléments qui sont faits avec les services incendies de votre ville. Donc là-dessus, comprenez bien qu'on n'y va pas. Et on parle aussi de surcharge électrique. Ça, je me permets juste de faire une parenthèse. La surcharge électrique, si vous rentrez plein de nouveaux, pardonnez-moi, des lumières et des charges, peut-être que votre école a été bâtie à une époque ne supporte pas. Ça supporte pas. Donc, validez vraiment là. Là, on vous a parlé là, des élèves qui doivent développer de la collaboration. Vous devez en faire preuve aussi. C'est un peu le moment où vous devez aussi garder en tête que votre local est peut-être utilisé par un service de garde. Quels sont on parlait tantôt de manque d'espace. Plusieurs classes, que ce soit au primaire ou au secondaire, ont des fois 2 vocations. Et le matériel, le mobilier, devrait normalement être également expliqué de quelle façon est-ce qu'on utilise ce type de mobilier-là aux personnes qui sont en charge du service de garde. La raison en est fort simple. Vous avez différents adultes qui vont être en présence des mêmes élèves, mais ces mêmes élèves-là n'ont qu'un seul regard, leur regard d'élève, par rapport à du mobilier, par rapport à un objet. D'où l'importance d'être conséquente dans nos consignes, comme on le serait avec l'utilisation du numérique. Si les enseignants, pendant la journée, ne permettent pas aux élèves de jouer avec le numérique, est-ce qu'on permet au service de garde de télécharger des applications qui vont servir uniquement de jeu et que là, les élèves passent 1 heure de temps à jouer? Ce sont des réflexions que l'on peut avoir dans notre milieu scolaire. L'aménagement. L'aménagement, en fait, on veut privilégier un aménagement qui est durable, on l'a dit. Oui, on l'a dit durable. Les sous, là, c'est pas éternel. Oui. Donc, on sait qu'on peut parfois économiser en allant chercher des choses à différents endroits. Gardons en tête un développement, d'abord le développement durable, donc de ne pas devoir jeter, renouveler à chaque année. Oui.
On tente aussi d'y aller avec des meubles qui sont polyvalents, qui vont te permettre là, Qui sont agiles. Et qui vont pouvoir être légers, donc que les déplacements soient faciles. Peut-être penser juste mettre des roulettes qui se barrent, hein, toutefois, parce que sinon tout le monde part dans tous les sens, mais de penser à tout ça. Votre mobilier devrait pouvoir se bouger comme ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que le nouveau mobilier qui est fait pour l'aménagement flexible est en général beaucoup plus léger que ce qui se faisait avant. Autant les tables, les chaises, c'est vraiment une caractéristique dont on tient compte vraiment plus qu'avant. Et là, tu as prononcé quelque chose d'important. Du mobilier qui a été pensé pour un espace d'apprentissage flexible. Non pas ce qu'on trouve nécessairement pas cher sur Kijiji de seconde main, qui lui n'a pas été pensé avec des critères que tu vas nous donner. Et en fait, c'est que l'aménagement flexible, on a vu beaucoup, on a vu plusieurs images. On est d'accord pour ce qui est des essais qui soient faits avec le mobilier qu'on trouve, qu'on a, qui sont sous la main, mais les commentaires des études qu'on a lues portent beaucoup sur le fait que pour que l'aménagement flexible soit confortable, soit une réussite, c'est important d'investir suffisamment, entre autres, pour le confort. Et parce que c'est l'objectif premier, c'est que l'assise soit suffisamment confortable et intéressante pour l'élève et répondre à ses besoins pour qu'il ait le goût, justement, et qu'il soit disponible d'apprendre. Donc, si on a du mobilier qui est peu adapté, qui permet de s'asseoir différemment, mais toujours de façon inconfortable, je pense qu'on ne répond pas à notre prémisse de base. Ou au contraire, de façon trop confortable, on manque de zone proximale de développement, parce qu'on est tellement assis de façon confortable que ça peut aller. On passe du flot. Oui, on passe du flot. Oui, il y a vraiment une ligne adressée entre on est confortable à la maison, l'impression qu'on est couché sur notre divan pour écouter un film. Tout à fait. Et là, on est confortable pour écouter un cours et travailler. C'est autre chose. Pour moi, le confort, c'est bien rectifié, c'est vraiment une bonne posture et non pas nécessairement je suis prêt à dormir. C'est bien de faire la rectification. Donc, on veut du matériel ergonomique, autant que possible qu'il soit ajustable en hauteur, donc qu'il puisse s'ajuster aux différentes caractéristiques morphologiques des élèves. On veut offrir des possibilités variées et en nombre suffisant pour offrir l'égalité des choix. En fait, c'est qu'on veut que les enfants puissent combler leurs besoins pour ceux qui ont le goût de bouger un petit peu plus, pour ceux qui ont besoin d'être assis vraiment à une chaise plutôt régulière. Il faut qu'on ait suffisamment de possibilités pour répondre aux besoins des élèves. Ça ne veut pas dire d'avoir 20 ballons thérapeutiques. On peut regrouper le matériel d'aménagement flexible selon leurs caractéristiques. Permet de bouger un peu, permet d'être assis en hauteur, permet d'être assis au sol pour aller chercher une certaine quantité et permettre cette égalité des choix-là. Et puis, on veut permettre, en fait, si on organise un petit peu plus ce dont on veut proposer aux enfants dans notre environnement, on veut proposer différents types d'assises. Donc, qu'est-ce que tu attends par type d'assise? On veut que l'enfant puisse s'asseoir de façon différente au sol, qui puisse être assis au sol, particulièrement au primaire, on évite plutôt au secondaire. Être assis à la table, ça peut être une table qui est de hauteur régulière ou une table qui soit plus haute. On veut aussi leur proposer de travailler carrément en position debout. On pourrait leur proposer différents types d'assises pour répondre aussi à leurs besoins. Et on veut proposer, comme je vous disais, plutôt du matériel ajustable en hauteur. C'est plus cher à l'achat, mais c'est vraiment une dépense qui est fort utile parce que un bon rendement sur l'investissement. C'est un bon rendement, oui, tout à fait, parce que le commentaire qu'on a, c'est que quand les chaises ne sont pas ajustables, quand les chaises, le mobilier n'est pas ajustable en hauteur, on a plus de situations d'inconfort. Et je pense que c'est un point qui est important à adresser. Aussi, pour le positionnement ergonomique, dans l'environnement d'apprentissage flexible, il y a différents postes de travail et positions pour travailler qui sont proposés, mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire de ne pas faire attention à la posture. L'enfant qui est en croissance a besoin d'être bien assis. Donc, pour certains types de travail, on peut proposer de faire les activités au sol, on peut proposer d'être assis sur un ballon, mais pour certaines tâches qui demandent plus l'utilisation de mouvements fins ou, par exemple, l'écriture, l'adoption d'une position qui est vraiment plus ergonomique, qui respecte certains critères, est fortement suggérée. Donc, ça ne veut pas dire de tout permettre pour tout. Si je me permets, Julie, ce qu'on a lu, je pense toutes les trois, c'est qu'en ce moment, la classe dite traditionnelle
n'est pas nécessairement le bon environnement pour la posture et l'ergonomie des élèves. Non, effectivement, ça ne veut pas dire que parce que l'enfant est assis à une chaise et à un pupitre, que sa position est nécessairement ergonomique. En fait, il y a peu d'enfants avec le mobilier actuel dans la classe traditionnelle qui peut se dire assis dans une position vraiment ergonomique comme on l'entend. Est-ce que chez vous, en début d'année, on valide la hauteur de chaque pupitre, la hauteur de l'enfant et la hauteur de la chaise et qu'on vit après une poussée de croissance? Ça, c'est important de le faire de façon ponctuelle dans l'année. Puis à cet effet, l'enfant qui est inconfortable dans l'aménagement flexible va pouvoir changer de position. Donc, déjà là, c'est beaucoup plus ergonomique que si on imposait à l'enfant de rester dans une même position qu'il juge inconfortable. On va te laisser présenter tantôt les différents matériaux qu'on nous a gentiment prêtés, qui vont représenter justement les différents types d'assises au sol, assis de façon différente. Mais il y a un critère qui n'a pas été mentionné et qui était très important quand on en discutait, c'était la propreté du matériel. Oui, tout à fait. Tout ce que l'on a ici, comme vous constatez, tout le matériel que l'on a est fait de matériaux que l'on est facilement capable de laver. Oui. Alors, on a quand même un souci hygiénique à l'intérieur des classes, comme on doit le faire pour les tablettes, les claviers, le dessus des bureaux, les poignées de porte, étant donné que c'est du matériel qui est partagé. Tout à fait. Particulièrement pour les coussins, on a des coussins poires, la housse, lavable. Donc, on peut en montrer. Oui, donc ce type de coussin poire-là, encore plus intéressant que le matériel qui est démoussable et qu'on ramène à la maison pour laver. De plus en plus, on développe du matériel qui est facilement nettoyable. Ici, on voit, si tu peux passer à l'autre acétate, ici, on voit la bonne position assise. Vous comprendrez qu'on est vraiment dans la partie ergo. C'est la partie technique. Oui. En fait, je vais vous donner des repères assez faciles pour vous à identifier dans votre classe parce que comme il y a plusieurs positions assises qui vont être possibles, ce serait un atout pour vous de reconnaître les mauvaises positions et de reconnaître approximativement une bonne position assise. Tantôt, je parlais des activités qui demandent un petit peu plus de dextérité fine, particulièrement au primaire. Il y a certaines activités qui vont demander beaucoup plus de mouvements fins, d'agilité de la part des enfants. L'écriture, l'apprentissage d'écriture, certains bricolages, certaines manipulations du matériel pédagogique vont amener l'enfant à devoir se positionner de façon plus soutenue pour être capable justement de bien bouger les doigts. Donc, c'est important de le supporter. La position optimale qu'on veut retrouver, c'est d'avoir les deux pieds en appui au sol. Si vous voulez, vous avez aussi là, une description des différentes positions dans l'engagement flexible dans votre cahier du participant. Moi, ce que j'aime de cette image-là, en fait, c'est qu'on voit que les pieds sont bien en appui au sol. Le genou est plié à 90 degrés, donc la cuisse est parallèle au sol. Il y a un dégagement, bon, on suggère 20 cm, c'est très technique. Ce qu'on veut, c'est que la cuisse soit dégagée du bas du pupitre pour permettre de bouger un petit peu les jambes sous le bureau. Idéalement, là, les tables avec rangement peuvent parfois limiter, donc vérifier avec les tables qui ont du rangement en dessous. On veut que la hauteur du pupitre soit à peu près à la hauteur du coude ou un petit peu plus haut. Idéalement aussi qu'il y ait un dégagement. Quand je dis idéalement, c'est que c'est pas tout le mobilier qui vont être ajustés en fonction de ça, mais la majorité du mobilier vendu pour les enfants respecte ces critères-là, que le queue du genou soit dégagé d'à peu près une distance d'une main avec la chaise et que les fesses soient appuyées dans la chaise. Donc, ça, c'est la position qui est ergonomique, peu importe notre âge. C'est bon pour le primaire, le secondaire, pour vous. Donc, c'est une position qui est optimale pour les activités de précision. Si tu me permets, Julie, quand on parle de pieds au sol, si on choisit des tabourets hauts, c'est vraiment important d'avoir là, l'appui-pied. En fait, c'est que quand vous allez avoir, il y a différents matériels qui vont vous être proposés, que ce soit sur un tabouret, c'est important d'avoir les deux pieds en appui au sol, le tabouret oscillant, que ce soit sur un tabouret haut, le fait d'avoir la bande ici, c'est essentiel parce que les pieds de l'enfant peuvent être appuyés sur cette barre-là.
faites attention quand vous ajustez du matériel supplémentaire pour que les pieds puissent encore toucher à cette barre-là qui permet à ce moment-là, on appelle ça de grounder l'enfant, de lui offrir le support nécessaire pour permettre les petits mouvements des doigts. Quelque chose qu'on sous-estime parfois, si vous me permettez, c'est probablement une marque, mais les chaises trip-trap. Oui, ce sont d'excellentes chaises, des chaises évolutives qui sont très dispendieuses, mais elles permettent vraiment de respecter tous ces critères-là, mais de s'ajuster en fonction d'une hauteur fixe d'une table. Donc, on peut ajuster l'appui-pied et la hauteur de l'assise en fonction de l'ergonomie de l'élève, en fonction de peu importe la hauteur d'une table, des ajustements qui sont facilement. Il y a d'autres types que la trip-trap, il y a la chaise ergo, il y a plusieurs autres modèles de chaises qui existent aussi qu'on appelle les chaises évolutives. Mais ce qui est intéressant, Julie, c'est que là, tu es en train d'évoluer dans une espèce de labyrinthe de tabourets, oui. Mais on a différentes hauteurs de tabourets. Alors, quand on prend le mobilier de notre classe, oui. On ne devrait pas se limiter à un seul objet, mais en avoir différents, pour s'assurer d'être capable d'avoir la bonne position assise de nos élèves. Même chose pour les ballons d'exercice. Si on a un élève qui est plus grand, pour pas qu'il ait les genoux dans le front, on devrait avoir différentes tailles de ballons à ce moment-là. Différentes tailles de ballons, vous pouvez aussi tricher un petit peu plus en gonflant, vous pouvez tricher en gonflant plus ou moins. La hauteur des tabourets aussi, c'est important. C'est pas parce que c'est quelque chose qui ne ressemble pas à une chaise que la posture assise doit être négligée. Donc, c'est important d'avoir différentes hauteurs. Et puis, pour ceux qui utilisent le matériel technologique, je voulais simplement... Oh, je suis à l'écoute, excuse-moi. Dans la position ici, là, pour ceux qui utilisent le matériel technologique, ici, on a l'écran vraiment au niveau de la posture assise, les pieds ne sont pas en contact avec le sol. Donc, on peut retrouver cette même posture-là, même quand nous sommes à l'écran. Et ce qui est encore plus important avec l'écran, c'est d'avoir à proximité le clavier et la souris pour ne pas s'éloigner. Donc, souvent, quand on voit nos jeunes qui travaillent à l'écran, ils ne prennent pas le temps de replacer le matériel près d'eux, ce qui fait beaucoup de rotation au niveau de la colonne vertébrale. Et on voit apparaître de plus en plus chez les grands des problèmes musculo-squelettiques, particulièrement avec l'augmentation du temps qui passe à utiliser la technologie. De façon précoce. De façon précoce, okay. Tout à fait. Alors, on veut avoir le clavier près de nous, la souris près de nous. On veut avoir l'écran à la hauteur des yeux idéalement pour pouvoir centrer le regard un petit peu plus bas au besoin. Donc, je me permets une parenthèse, Julie, sur le ballon. Oui, le ballon, quand on parlait tantôt de votre niveau de tolérance au chaos organisé, sur le ballon, nécessairement, l'élève va sautiller un peu. Oui. Soyez à l'écoute de vos besoins. Ça se peut que ça soit trop pour vous. C'est vous qui choisissez le type d'assise qui va rentrer dans votre classe. Possiblement que le tabouret oscillant sera suffisant pour vous. Vous n'êtes peut-être pas rendu à toujours avoir quelqu'un en arrière de vous qui sautille. Oui. Peut-être que ça dépasse votre niveau de tolérance. Il y a aussi un petit coussin comme ça, qui peut être un petit peu plus acceptable pour certains, qui va aller reproduire un peu ce que le ballon thérapeutique va avoir comme effet. Si on retourne juste avant. Je vais beaucoup trop vite. Oui, retourne avant ici. Au niveau des signes qui peuvent indiquer un mauvais positionnement, ça peut être des bons repères pour vous. Quand l'enfant a le dos courbé sur son pupitre ou quand on sent qu'il y a une inclinaison d'un côté, de l'autre côté, c'est peut-être le temps de faire une rétroaction pour voir s'il est encore confortable ou s'il préférait changer de position. Si vous voyez que son écriture se détériore beaucoup par rapport à ce que vous voyez habituellement, voir si c'est la bonne position par rapport au type de tâche qu'il est en train de faire. Et si vous sentez qu'il travaille de façon éloignée à sa surface de travail, ça peut être le temps aussi de faire une rétroaction, de voir si ça lui convient de travailler dans cette position-là. On parle de différentes zones dans la classe, donc les enfants vont être assis dans différentes positions, tournés, orientés de différentes façons. Faire attention quand vous avez à vous adresser à l'ensemble de la classe ou à un sous-groupe, d'éviter que les enfants tournent qu'une partie de leur part pour vous regarder, mais s'ils ont besoin de vous regarder, de porter attention à ce que vous avez à dire, encouragez-les à tourner au complet dans l'assise. Pas besoin nécessairement d'aller dans la zone de rassemblement ou de demander à ce que les enfants se regroupent, mais simplement de corriger cette tendance-là qu'ils auront à faire pour regarder en direction de l'action, de ce qui se passe, de vous.
vraiment d'aller changer au niveau de leur corps au complet, au niveau de leur assise au complet. Il y a des enfants qui ont un moins bon contrôle postural, donc que leurs muscles sont moins forts, qui tendent à se fatiguer plus rapidement. Les enfants un peu plus mous. Ces enfants-là se fatiguent au niveau musculaire, mais vont aussi se fatiguer au niveau de leur attention et au niveau cognitif. Donc, ce seraient des enfants qui pourraient perdre l'intérêt, la disponibilité, l'engagement un petit peu plus rapidement. Ce que vous pourriez faire à ce moment-là, c'est leur refléter que peut-être la position, le positionnement, le poste de travail qu'ils ont choisi n'est peut-être pas optimal pour faire la tâche demandée. Donc, d'être capable de supporter un petit peu plus ce besoin-là qu'ils ont, d'être plus soutenus au niveau de leur posture et de leur offrir quelque chose qui est plus adéquat à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait suggérer aux enseignants d'enfants, parce qu'on va avoir du mobilier qui est flexible, oui. De modéliser aux élèves quelles sont les bonnes façons de s'asseoir, oui. Ne serait-ce que sur le ballon, que sur le tabouret, que sur la chaise haute, pour qu'ils soient capables de privilégier du matériel qui va être adapté à leur posture, à leur caractère personnel et aussi à leur musculature, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis, tantôt, on va parler même de leur confort sensoriel. Tantôt, quand on disait qu'il peut y avoir une période pour expérimenter les différentes zones, ça fait partie de ce qu'on peut mettre dans l'environnement. Les zones sont définies par la nature de la tâche, si c'est individuel ou en collaboration. C'est aussi défini par le type d'assise, de position qu'on va proposer aux enfants. Donc, dans cet essai-là, dans cette expérimentation-là, ce qu'on pourra faire, c'est de favoriser une rétroaction de l'élève par rapport à lui-même sur son niveau de confort, sur certains critères. Crois-tu que tu es bien placé? Crois-tu que ça va bien pour écrire dans cette position-là? Crois-tu que ça te fait trop bouger? Puis là, oh, tu perds l'intérêt pour ce qui se passe. Et vous pouvez aussi faire cette rétroaction-là, avec l'élève, donc lui refléter ce que vous voyez. Alors, ensemble, vous êtes capable d'établir que certaines postures de travail sont peut-être plus optimales que d'autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est flexible. Donc, que certains environnements le sont pour certains types d'élèves. Et alors, on documente, et ça ne veut pas dire qu'un type d'assise qui ne convient pas en début d'année ne conviendra pas en cours d'année. Certains enfants, comme tout le monde, évoluent au niveau de leurs besoins, au niveau de leurs caractéristiques. Donc, c'est possible de retenter des choses à travers l'année et de revoir selon l'intérêt, selon les besoins de l'enfant. On a parlé de confort physique en position assise. J'aimerais vous parler du confort sensoriel. Je vais résumer très succinctement. Ce qui est important. Oui, c'est important parce qu'on pourrait faire un autre webinaire sur le traitement des informations sensorielles. En fait, nos sens, qui sont les codes d'entrée à traiter l'information qui proviennent de l'environnement, qu'on appelle des stimuli de l'environnement, nous aident à apprendre. C'est de cette façon-là qu'on tire l'information, qu'on en fait quelque chose et qu'on réagit par rapport à ça et qu'on apprend. Donc, effectivement, on entend à l'école, on voit à l'école, on sent à l'école. Les 5 sens sont donc constamment sollicités pour apprendre. Je vais vous parler du sens du mouvement aussi. Chez les enfants qui ont besoin de bouger, ils vont peut-être rechercher un petit peu plus le mouvement que je vais appeler le sens vestibulaire. Et il y a des enfants qui vont aller chercher un petit peu plus la conscience de leur corps, la sensation des muscles profonds, qu'on va appeler le sens de la proprioception. Donc, naturellement, on a tendance à aller chercher dans l'environnement un niveau de confort. Tu l'as dit tantôt, naturellement, on va aller dans un environnement qui nous convient. Peut-être que certains d'entre nous vont faire de la lecture en ayant la tête renversée sur le fauteuil, en buvant un verre d'eau glacée, citronné, pour un maximum de sensations. Certains vont privilégier la lecture en position assise, à la table, en limitant la lumière ambiante, en centrant le focus sur ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils auraient peut-être tendance à être un petit peu plus facilement distraits. Si je donne un autre parallèle par rapport au mouvement, il y en a certains qui vont trouver leur niveau de confort en hauteur dans les montagnes en faisant l'escalade, alors que d'autres qui vont mettre le pied sur le bateau vont immédiatement avoir le mal de mer. Donc, les caractéristiques vont varier d'une personne à une autre sur le plan sensoriel. C'est la même chose chez les élèves. Il y a certains élèves qui ont besoin de davantage de stimuli pour apprendre,
Et il y a certains élèves qui vont être beaucoup plus réactifs et qui ont besoin d'un environnement plus épuré pour apprendre. Si je voudrais, c'est un exemple très grossier, les enfants qui recherchent les stimuli peuvent avoir l'air d'enfants qui veulent voir des couleurs vives, qui touchent à tout, qui font du bruit avec leur bouche, qui vont taper le crayon sur le bureau, qui vont même mâchonner le crayon ou mâchonner leur langue dans leur bouche, qui vont jouer avec leurs cheveux. Il y en a certains qui sentent moins bien leur corps, qui pourraient tomber en bas de leur chaise et qui pourraient être couchés au sol pour vous écouter. Il y en a certains qui vont bouger la tête constamment et d'autres qui ne vont même pas réagir lorsque vous allez les interpeller ou même toucher leurs bras pour pouvoir avoir leur attention. Ces enfants-là, on les voit comme étant un peu plus en recherche de stimuli pour être dans un niveau de confort et d'être disponibles aux apprentissages. Ce sont eux qui vont peut-être choisir les ballons de thérapie, les coussins qui vont bouger sur les pupitres, les chaises, ça bouge. Au niveau vestibulaire, on est sollicité. On va aller chercher nos sens. La planche d'équilibre, c'est ma préférée. Vous ne vous questionnez pas sur quel profil je suis. Ce n'est pas Back to the Future. Je suis en recherche. Ah oui, puis là, il faut que j'expérimente. Oui, c'est ça, une planche d'équilibre. Donc, constamment aller solliciter nos sens. Donc, pour apprendre, je veux aller chercher le maximum de sensations pour mettre mon cerveau à on. Pour d'autres, je veux avoir pas trop de stimuli parce que sinon, ça m'énerve, ça me stresse, je porte attention à tout. Si je vous dresse un portrait rapide de ces enfants-là et très grossier, si je vais dans les extrêmes, c'est des enfants qui vont éviter de toucher à certaines textures. Au primaire, ça va être des enfants qui ne veulent pas nécessairement se salir avec de la colle. Si vous faites de la peinture digitale, c'est la catastrophe ou la gouache. OK, mais vite à la salle de bain après. C'est des enfants qui peuvent être facilement dérangés par la lumière vive, qui peuvent porter attention au moindre bruit. Ça peut être la toilette, la chasse d'eau qui est chassée qui est tirée dans la 8e toilette. Ils vont nécessairement l'entendre et porter attention à ce petit bruit-là. Ils vont peut-être sauter plus facilement, remarquer les déplacements des autres enfants dans le local plus facilement. Ils pourraient mettre leurs mains sur les oreilles parce que les enfants se déplacent en même temps, puis la chaise fait un bruit terrible sur le plancher. Donc, ces exemples-là, ces exemples extrêmes, doivent cohabiter ensemble. Il y a toutes les variables entre ces exemples-là et tous doivent coexister dans l'aménagement flexible en même temps. Donc, tout à l'heure, on a parlé que on n'a pas nécessairement besoin que l'environnement, on n'a pas à tolérer, pas qu'on n'ait pas besoin, mais on n'a pas à tolérer que l'environnement soit chaotique. Alors, on veut que pour tout type d'enfants, il y ait un confort sensoriel. Pour ceux qui ont besoin de bouger, on veut leur laisser cette possibilité-là. Mais pour ceux qui sont facilement dérangés, on veut leur permettre aussi d'être confortables dans l'environnement. Donc, tout à l'heure, on a parlé des règles. Les règles qui demandent à ce que ce soit fait dans un climat qui ne soit pas chaotique, mais c'est important de les mettre en place. Et ça, vous allez pouvoir... on a parlé de la vibe tantôt. Dépendamment de notre classe, il y a certaines années où les règles doivent être un petit peu plus importantes. Donc, mais on ne saute pas quand tu es sur le ballon thérapeutique. Quand tu vas chercher tes items, tu le fais en marchant. Donc, et il y a certaines zones qu'on va peut-être moins proposer pour certaines années scolaires. Parce que la vibe, le niveau, l'intensité de cette classe-là est un petit peu trop élevé pour la majorité des enfants, puis que certains pourraient être dérangés par rapport à cette intensité-là. Alors, on va s'ajuster par rapport à notre classe et par rapport aux différents besoins sensoriels des enfants. Et il faut savoir que... il y a un effet cumulatif au primaire. Il y a un effet cumulatif. Oui, tout à fait. Puis au primaire, en fait, dans l'aménagement flexible, il faut considérer que les enfants seront encore plus exposés aux stimuli que dans un environnement plus traditionnel qui est plus contrôlé. Donc, dans l'environnement flexible, il y a plus de déplacements, il y a un petit peu plus de bruit. Donc, il faut rester à l'affût des signes de désorganisation. Des classes qui deviennent un petit peu plus fébriles, surexcitées, des enfants qui deviennent beaucoup plus distraits. Et c'est particulièrement important au primaire de, par moment, les aider à revenir au calme. Au primaire, les enfants ont besoin d'aide pour s'autoréguler. Ce n'est pas encore une fonction qui est mature. Et là, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Apprenant à vie.
Et cet apprentissage-là se fait de façon plus importante à certains âges et par moments, ils ont besoin un petit peu plus d'aide extérieure. Vous le faites déjà, baisser un peu le ton, fermer un peu les lumières. On peut même, si on retourne en arrière, on peut même faire une petite coupure par moment pour soit faire une activité qui amène un retour au calme ou permettre d'aller jouer à l'extérieur, de s'étirer, de se lever. Donc, tout ça va aider à ce que les jeunes puissent s'auto-réguler et maintenir un environnement qui est plus confortable. Il nous reste 8 minutes. Oui, donc on va se permettre d'aller un peu plus rapidement. Oui, on voudrait que tu nous glisses un mot sur l'impact de l'aménagement, sur l'attention. Oui, parce que c'est un enjeu majeur avec les enseignants. On veut la réussite scolaire de nos élèves et souvent on va décrire leur manque d'attention. Est-ce que ça a un impact joué? Oui, l'impact, au niveau de l'aménagement flexible, on a vraiment réussi à relever l'impact de l'attention, de ce type d'aménagement-là sur la qualité attentionnelle des enfants. C'est vraiment neurologique qu'on a réussi à le nommer de façon très concrète parce que dans le cerveau, en fait, l'aire attentionnelle et l'aire motrice sont très proches l'une de l'autre. Ces aires-là se parlent, sont interreliées par des connexions neuronales. Donc, quand l'enfant bouge, il y a des connexions qui se font directement avec l'aire attentionnelle et ça active l'aire attentionnelle. Donc, un enfant qui bouge le fait généralement, très souvent, dans le cas des difficultés attentionnelles, pour stimuler son niveau d'attention. On a nommé l'effet chez les enfants qui avaient des difficultés attentionnelles. On peut aussi extrapoler et dire qu'un enfant qui bouge va nécessairement alimenter aussi sa zone attentionnelle, va nécessairement l'allumer, donc va maintenir son intérêt, son attention plus longtemps. Les deux espaces se nourrissent. Les deux aires se nourrissent, les deux espaces se nourrissent. Donc, de demander à un enfant d'arrêter de bouger n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée quand ils sont en situation d'apprentissage. Et on peut même se questionner au niveau de la maternelle première année, on passe beaucoup de temps à leur apprendre à rester assis. Donc, est-ce que c'est si nécessaire que ça de faire cet apprentissage-là? Et l'inverse est aussi vrai. Si un élève est bien concentré dans sa zone proximale de développement, oui, est-ce qu'on va l'inciter à bouger? Non, un et l'autre. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Au niveau maintenant sonore, oui. La gestion du bruit dans la classe, on a parlé, on tire les chaises, on bouge les pupitres, alors on amène ça à un niveau sonore qui est acceptable. Arrêtez-vous par moment, faites une photo, on se l'a dit tantôt, dépendamment du bruit environnant, on peut dire, ouf, on va mettre des balles sous les chaises. Environnement flexible, beaucoup plus silencieux présentement que ce que c'était avant, donc on fait attention à ça. Les coquilles encore disponibles, c'est une excellente idée. Certains pourraient peut-être écouter aussi de la musique, bloquer le son ambiant. Au niveau visuel aussi, si on y va au niveau visuel. Si on y va du côté visuel, préférez vraiment une lumière naturelle, une lumière du jour. Faites attention, par exemple, de penser à des toiles pour tout ce qui va être l'utilisation de numérique. Donc, pour ne pas se retrouver avec des reflets dans les écrans. On vous dit d'éviter des abat-jours en tissu là, pour l'asthme, tout ça, si vous choisissez d'aller mettre des lampes d'appoint hygiène. Les plantes vertes, on le suggère beaucoup dans le design pour purifier l'air. Et ça apporte, ça a été prouvé que ça apporte, non, c'est ça, ça apporte un sentiment de confort. De la nature, ça met le verre en classe et c'est bon aussi pour l'acoustique, donc ça fait baisser un peu le raisonnement qu'il peut y avoir dans la classe. On vous suggère de mettre des plantes devant les fenêtres, d'abord pour tenter qu'elles vivent, mais surtout aussi pour bloquer peut-être ce qui va pouvoir distraire l'élève à l'extérieur. Donc, ça crée un écran visuel naturel. Donc, ça peut être un bon outil à utiliser. Donc, de préférer garder les lumières baissées, éteintes va baisser le son dans la classe. Alors, on réintroduit les plantes. On réintroduit les plantes. On retourne du côté zen. Sinon, pour les couleurs, on évite les surcharges, autant sur les murs. Les couleurs accents, on les cible sur le matériel thérapeutique. Les couleurs accents, on n'en met pas trop pour garder un environnement qui n'est pas trop surchargé, qui aura un effet surstimulant, désorganisant par rapport à la classe. J'aime ce que tu viens de dire. Si on regarde, on voit autour de toi, tout le matériel souvent d'aménagement flexible qu'on nous propose est déjà coloré. Oui. Alors on évite d'en mettre ensemble. Oui, on évite d'en mettre trop. On veut stimuler pour rendre ça intéressant, mais pas désorganisant. Donc, un équilibre qui est important à avoir. Tout à fait. Alors, pour aller plus loin,
On va vous demander de faire attention aussi à l'affichage dans vos salles de classe. On a simplement pensé à ce qui arrive avec les publicités. S'il y a trop de publicités, s'il y a trop d'affiches, le cerveau finit par ne plus les voir. Alors, ciblez correctement l'affichage à l'intérieur de la classe. Julie vient de le mentionner, il y a déjà beaucoup de couleurs, il y a déjà beaucoup de stimuli qui sont sensoriels. On va afficher ce dont on a besoin. N'oubliez pas également que les élèves, pour être capables de bien comprendre une affiche, ont besoin de 21 répétitions. Alors, mettez-en moins sur les murs, attirez souvent l'attention des élèves dessus jusqu'à 21 fois avant que ce soit intégré. Vous pouvez également repenser la projection avec le TBI. France en a parlé tantôt. Quand on travaille en aménagement flexible, il n'y a plus nécessairement de devant et de derrière de classe. Julie en a parlé aussi. C'est-à-dire qu'on peut peut-être se prévoir différentes zones de projection dans la classe pour être en mesure d'éviter que les élèves aient à mal se tourner. Alors, dans le fond, ce sont tous les murs de la classe qui peuvent peut-être finir par servir de surface de projection, et ça simplement en permettant peut-être au projecteur qui est installé au centre de la classe d'être mobile. Dans le contexte où les déplacements sont permis et sont plus nombreux, on essaie d'éviter les surcharges et les distractions excessives, et c'est là où la gestion de classe va devenir importante. On a parlé plus tôt dans le webinaire de l'importance de donner des tâches individuelles. Eh bien, les tâches individuelles, avec ce que Julie a dit tantôt au niveau des élèves qui, des fois, peuvent être sensibles aux hyperstimulations, on peut peut-être prévoir des moments où tout le monde sera en tâche individuelle, ce qui abaissera le niveau de bruit. Et, dans la liberté des choix, ben oui, on peut choisir le mobilier sur lequel on va aller s'asseoir en fonction de nos besoins d'ergonomie. Oui. Alors, c'est toute une tâche, ça, d'apprendre à l'élève à reconnaître que c'est ce tabouret-là dont j'ai envie parce qu'il est vert. Mais finalement, moi, c'est peut-être davantage le rouge qui me convient. De leur apprendre à choisir le bon matériel et de respecter, d'apprendre à connaître, d'apprendre à se connaître là-dedans. Nous allons enchaîner sur le rangement. C'est important d'avoir du rangement qui sera personnel. Donc, que chaque élève va pouvoir avoir un sentiment d'appartenance, qu'on crée en ayant le pupitre dédié. Parce que quand on se déplace, on ne fait pas comme des petits poussets, on ne laisse pas des traces partout derrière nous. Donc, c'est important d'avoir un rangement à la hauteur de l'enfant et un rangement idéalement qui ne fera pas une entrave visuelle. Donc, on a parlé de surstimulation. Ça va être un rangement qui va être accessible à la hauteur de l'enfant, mais qui va permettre que visuellement, ça ne devienne pas un encombrement. C'est important aussi de penser à un rangement commun pour y mettre les ressources disponibles et un rangement pour vous aussi. Le rangement, ça va être important aussi qu'il ne permette pas, qu'il n'empêche pas l'enseignant de voir partout dans la classe. Le rangement devrait théoriquement pouvoir se déplacer et il permet aussi d'insonoriser un petit peu la classe. Vous allez faire aussi attention à l'affichage. On a parlé tantôt de la surcharge, mais afficher au bon moment. D'accord? Et puis, en fait, là, on vous le dit tout de suite, on va déborder, on se donne 5 minutes. On se donne 5 minutes, puis on a terminé dans 5 minutes. Plutôt, on vous a demandé de se prendre en photo, en fait, de voir si vous étiez assis confortablement. Et j'aimerais savoir si votre réponse aurait été différente si le type de tâche avait été de nature différente. Donc, peut-être aviez-vous pensé que vous étiez confortable pour écouter le webinaire assis de cette façon-là. Est-ce que vous auriez été aussi confortable être assis comme vous l'êtes là si l'activité proposée avait été une activité de lecture? Et est-ce que si l'objectif de la tâche de lecture avait été de lire par plaisir, lire pour le travail ou lire pour planifier un voyage, est-ce que vous auriez choisi le même environnement, le même type d'assise que vous avez là présentement? Donc, en fait, l'aménagement flexible va varier en fonction de beaucoup de critères. Et ce n'est pas nécessairement nécessaire de les décortiquer pour les comprendre. Ce qui est nécessaire, c'est d'offrir des possibilités aux élèves pour qu'ils puissent y aller un peu plus aussi instinctivement. On a parlé de confort sensoriel, de confort postural, la nature de la tâche. Donc, oser proposer des choix, regarder quels élèves vont choisir quel type d'environnement, noter, puis en fonction des besoins, vous allez avoir des enfants qui vont trouver leur zone et vous allez aussi trouver votre zone de confort. On parlait de documentation pédagogique tantôt. Je retiens un point que Mira a mis dans le chat. On pourrait se servir des outils numériques dont on dispose
On prend notre téléphone, on prend un iPad, on installe un trépied et on filme notre classe pour que les élèves ensuite aient de la rétroaction visuelle. Oui. On a parlé de zone. Oui. Donc, Maud, dis-moi, si le prof n'est plus en avant avec le TBI, où est-il? Il est en train de se déplacer, de circuler. Au niveau de l'ergonomie dans les espaces de travail individuels et collaboratifs, est-ce que tu as des spécificités techniques à nous donner? Oui, tout à fait. Bien, en fait, garder les zones quand même assez dégagées pour pouvoir déplacer le mobilier là, quand c'est requis. D'où des bons espaces de rangement. Des bons espaces de rangement. Pour les grands rassemblements, c'est peut-être nécessaire d'éloigner les différents meubles. Plus technique en travail individuel, on recommande de 1 à 2 mètres entre les élèves. On fait ce qu'on peut avec les espaces. On fait ce qu'on peut. Théorique. Oui, c'est pour vous guider si vous voulez avoir des barèmes plus précis. En travail collaboratif, on part de 0,6 mètres, si on y va dans des 60 cm. 60 cm à 1,2 mètres, vas-y par traduction, 120 cm pour le travail en collaboration. Ensuite, on aborde aussi un travail créatif, donc de permettre aux élèves peut-être d'utiliser les surfaces, les murs, les tableaux, pour pouvoir être en créatif, travailler peut-être avec d'autres ou seuls. Peut-être aussi de penser, installer une pellicule sur laquelle on peut écrire à l'endos de certains rangements. On a des belles grandes armoires dans nos classes. Est-ce qu'on peut les optimiser? Est-ce qu'on peut écrire sur les portes de l'armoire? Choses comme ça. Moi, je passerai aux images juste pour illustrer certains types d'aménagements qui conviennent peut-être moins à certains enfants. Ici, on a parlé de tabouret. Il y a un appui-pied ici, ce qui est intéressant. Position assise. Donc, la cuisse est pas mal bien, mais la table, elle est très haute. Vraiment pas une bonne position. Et on voit que le dos est courbé. Alors, la rétroaction ici, je dirais, la hauteur de la table, la posture du dos nous indique que c'est peut-être pas une posture de travail adéquate. Est-ce qu'on pourrait peut-être convenir d'un dessin avec les élèves? Oui. Quand on les voit en position courbée, pour pas interrompre le flow. On touche les pauses, ce qui veut dire que tu vas redresser. Oui, et je pense que même on n'aurait pas cette posture-là si la hauteur de la table était bien ajustée. OK. Donc, de favoriser un mobilier qui est ergonomique va faire qu'on va avoir moins besoin d'aller toucher le dos pour redresser. On est censé avoir une bonne posture. Les enfants vont avoir tendance aussi à aller changer de position s'ils ne sont pas inconfortables, mais au niveau de la posture ici, c'est pas optimal. La même chose ici. C'est un enfant qui doit se fatiguer beaucoup plus rapidement et on voit que sa posture est affaissée, qui est complètement le dos enroulé, qui est couché sur la table. Et activité d'écriture, pas une bonne posture suggérée. Probablement que le ballon est trop petit pour lui. Le ballon est gonflé. Il n'est pas assis, les pieds ne sont pas en appui, il est très affaissé. Je pense qu'on ne voit pas réellement sa taille à cet enfant-là parce qu'au niveau du tonus, il n'est pas redressé. Et ça se peut que la hauteur de la table soit adéquate et le ballon aussi. Et c'est une fatigue musculaire, en fait, qu'on voit ici. Donc, pour lui, une rétroaction, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu arrives à écrire? Est-ce que ton écriture est encore correcte? On propose autre chose. Oui, on propose autre chose. Ça pourrait être une chaise avec un petit coussin comme ça, si un enfant qui a besoin de rebondir un peu. Puis, je pourrais passer rapidement à un enfant si fatigue. Quand on regarde le travail au sol, on n'a pas montré, mais là, je me permets. Oui, tu as parlé de tablettes. On regarde ici, il y a certaines écoles qui ont fait le choix d'aller faire une tablette d'écriture. Oui. Un petit bureau comme ça. Pour l'écriture, momentanée, ça convient. Les tablettes comme ça, les petits pads de notes, il faut que ce soit très momentané. La posture d'écriture, comme ergothérapeute, je vous la recommande beaucoup plus en position assise avec les pieds au sol. Si c'est temporaire, si c'est accessoire à l'activité, oui, ces petits tables-là, ces pads de notes-là, ça peut convenir, mais courte durée ou accessoire. Et là, on pense au primaire, à l'apprentissage de la calligraphie. Donc, si on a besoin de répétition et d'espacement, on ne peut pas se plaindre de la calligraphie de nos élèves s'ils sont assis de cette façon-là. Tout à fait. Alors, le jugement du professeur par rapport à, dans ta tâche accessoire d'écriture à ce niveau-là, la qualité ne sera pas la même que si on les place en position assise ou pupitre. Quand on parle de versatilité, ce tabouret, ça peut se transformer en tabouret aussi. Oui, tout à fait. Tabouret bas. Donc, les deux sont possibles. Cette table est très intéressante pour les types d'activités qui demandent un petit peu moins de motricité fine aussi et d'activités de précision d'écriture. Facile à nettoyer également. Oui, tout à fait. Certains enfants vont avoir une posture d'écriture qui va être convenable à genoux comme ça devant la table. Mais vous pourriez peut-être avoir besoin un peu d'aide pour vous assurer que les postures sont adéquates. Les ergothérapeutes sont très bons pour vous guider à cet effet-là. Donc, si vous avez la chance de consulter pour guider des conseils, ça pourrait être pertinent aussi. On va le voir. Oui. On vous a montré quelques images qui ne sont pas nécessairement ergonomiquement
Optimal. Optimal. J'aime ça, optimal. Donc, c'est pas... Si on varie rapidement, ça peut permettre de changer. Oui. Si Donc, on si on varie, varie... ça convient aussi. Avec modération. Oui, Ça fait du bien, modération. ça change le mal de place, on peut aller faire d'autres choses, mais on doit s'assurer que l'essentiel des apprentissages ne s'effectue pas dans une position comme celle-là. Tout à fait. Pour adapter nos besoins. C'est un bel exemple de position de travail en position debout. C'est une table qui est à la bonne hauteur. C'est des tables qui sont ajustables en hauteur, donc les enfants peuvent rapidement régler en fonction de leur taille. Et puis ça, c'en est un exemple de Cette table-là, on en a une. On ne vous l'a pas montré ce matin, mais on en a une aussi. Ici, on a une avec le pied qui permet de balancer, l'activité qui permet de balancer. Et tu viens de donner un dernier point très important. Oui. Ajustable par les élèves facilement, sans l'intervention du concierge ou des personnes de la maintenance. Oui, tout à fait. Tout à fait. En conclusion, ce qu'on aimerait vous dire, c'est que les retombées, elles sont très grandes, autant pour les enseignants que pour les élèves. C'est sûr que ça va vous demander un temps de planification qui va être plus grand, que vous allez regagner en accompagnant et en corrigeant moins. Vous allez pouvoir garder plus de traces d'apprentissage aussi. Donnez-vous 3 ans pour faire votre virage. Alors, on terminerait avec nos 4 derniers points. Je pense qu'on va se répartir. Quelle est demain votre prochaine action dans votre milieu, à vous, dans votre classe? Copier. Deuxième chose. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer demain dans votre classe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dressez le portrait de ce que vous voulez modifier à court, à moyen et à long terme. C'est moi qui ai le mot de la fin. Partagez votre travail, partagez ce que vous faites, votre amour pour le flexible sitting, parlez-en, on y croit. On croit que c'est un type d'aménagement qui est celui de l'avenir, qui va stimuler les enfants à apprendre et à vous, à garder votre intérêt pour le métier que vous faites, qui est de montrer aux enfants ce qui est fabuleux. On vous remercie. Oui, on vous remercie et partagez votre travail, pas seulement sur les médias sociaux, mais partagez-le aussi avec vos collègues. Soyez des éléments de changement, des vecteurs de changement. Si vous voulez communiquer avec nous, on vous a écrit nos coordonnées. Je ne sais pas si on peut faire peut-être. N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez également nous retrouver sur les médias sociaux. Alors, n'hésitez pas à nous partager également les images. Merci. Alors, sur ce, bonne journée. Bon après-midi. On s'excuse d'avoir débordé.